Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Donc, je suis Claire Orion et je suis avec Christophe pour vous présenter, enfin, pour pas faire avec vous maintenant les commentaires astrologiques pour la période du 10 au 17 mars 2024, la première phase de la troisième lune d'hiver nord, été, sud, donc début d'une nouvelle lunaison, la dernière de l'hiver, qui va s'achever, on sera au printemps, donc hein, ça risque d'être le 8 avril, la prochaine nouvelle lune. Donc elle va nous donner le ton pour le mois qui vient. Et on va voir déjà comment ça part. Alors ça part avec Neptune, hein, puisque la Lune est conjointe à Neptune pour la nouvelle Lune et que c'est la conjonction Soleil-Neptune pour le premier quartier, donc un carré Lune-Neptune. On va regarder ça et on va parler beaucoup de ces deux triples conjonctions. Alors déjà, il y a eu une triple conjonction le 28 février, enfin c'était Soleil, Mercure, Saturne. C'était la conjonction supérieure de Mercure et la conjonction de Saturne au Soleil. Donc, c'était déjà un moment fort. Une autre triple conjonction donc, se produit le 12-13 en héliocentrique avec Vénus, Mars et Pluton, et le 13-14 avec Mercure, Jupiter et Uranus. Donc on a vraiment, ça secoue quoi. Et alors, comme ces deux triples conjonctions dont je viens de vous parler se produisent en héliocentrique, on verra que elles vont avoir lieu aussi en géocentrique un petit peu plus tard. Ça secoue beaucoup notre cadre conceptuel commun, hein. C'est l'intégration, c'est comment l'univers qu'on partage, mais la façon de le voir, quoi. C'est pas extérieur. C'est vraiment l'intégration. Alors, on intègre des tas de nouvelles choses en ce moment, ça c'est sûr. On est vraiment obligé de voir le monde différemment. Alors, il y a deux façons de réagir. Il y a ceux qui restent accrochés désespérément à la linéarité de la pensée, et ça s'observe aussi bien en politique qu'en science. Hein, et justement, en science, tout à l'heure, on parlait de James Webb télescope dans le bulletin astronomique et toutes les découvertes extraordinaires qui remettent toutes systématiquement en question les modèles cosmologiques sur lesquels on s'assoit euh, depuis un siècle et en faisant des impasses ou en faisant un petit peu comme on faisait du temps des anciens, là où on a inventé les épicycles pour expliquer le cours des planètes, parce que avant Copernic, on n'avait pas pensé à invoquer l'héliocentrisme, à imaginer que la Terre puisse tourner autour du Soleil. On en est à nouveau à une étape comme celle-ci, où on ne veut pas imaginer qu'il puisse y avoir euh, d'autres dimensions que celle de l'espace en 2D, quoi, quelque part. On dirait qu'on est fils. Alors, soit on a cette pensée linéaire, hein, et on veut fixer des modèles et faire entrer les observations dans les modèles. Ok, c'est très bien de fixer un modèle. Jean-Pierre Petit, par exemple, a proposé un modèle, Janus, un modèle cosmologique qui explique tout ce que James Webb nous montre aujourd'hui. Donc, voilà. Mais c'est parce qu'il faut faire un pas de côté, il faut penser différemment, il faut intégrer de nouvelles données, il faut accepter qu'on n'est pas les meilleurs, les plus forts, les plus... Oh, Voilà, l'esprit de ah, parvenu, le mâle occidental qui se croit supérieur et qui ne peut pas admettre non plus, quand on voit toutes les études qui sont faites sur les pyramides d'Égypte, par exemple, qui dénotent, et le Sphinx, qui dénote que, bien évidemment, ces pyramides n'ont pas été construites au temps des pharaons. Bien évidemment, c'est complètement calqué, aligné, calculé sur le ciel pour nous donner des clés de compréhension, justement. Bon, la, tout l'académisme en archéologie dans ce domaine, en cosmologie quand il s'agit de cosmologie, et en politique quand il s'agit de politique, ne veut pas admettre qu'il puisse y avoir d'autres champs que le champ qu'ils connaissent depuis le début. Si, logiquement, il faut ouvrir nos, notre cerveau, notre esprit à tout un tas de nouveaux champs et donc passer dans
une pensée multidimensionnelle. C'est ce que permet justement le Soriastre, où on permet vraiment de comprendre où est la linéarité, la pensée linéaire et et où sont les autres mondes. Comment, les autres référentiels justement. On existe à plusieurs niveaux. Donc on a alors je vais parler un petit peu du Sori, hein. On a sa dimension sujet où on est soi-même le centre de son propre univers et chaque créature ici-bas est le centre de sa bulle. C'est ce que décrit le référentiel sujet, c'est notre bulle, donc vécue de l'intérieur, dont on est le centre, qu'il faut justement éclairer de notre conscience. Alors ensuite, bah, il y a tous les autres semblables à nous-mêmes, heu, avec lesquels on va partager un environnement commun. Donc là, on est dans le plan de l'objet et nous, notre environnement irréductiblement commun à toutes les créatures terrestres, à nous êtres humains et toutes les créatures terrestres, bah, c'est la Terre. Donc on va se référer à la Terre et donc ça se traduit astronomiquement par la sphère géo-équatoriale, où compte en ascension droite et en déclinaison. Et puis, c'est pas le tout, c'est que notre Terre, elle est pas comme ça, elle tourne autour du Soleil, elle fait couple avec le Soleil, hein, c'est nous, on vit dans cette interface, sur la Terre, mais, avec le Soleil, hein. S'il n'y avait pas le Soleil, on ne serait pas là non plus. Donc c'est le couple Terre-Soleil, donc on se projette sur le plan de l'écliptique, là où la Terre le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. Et là, on fait de l'astrologie en général, effectivement, on fait le thème astrologique, on voit l'ascendant, c'est-à-dire le degré du zodiaque qui se lève dans la sphère locale à ce moment-là. On voit le méridien, c'est-à-dire l'axe nord-sud qui passe par les pôles nord et sud de la planète, où passent les astres à leur culmination. Donc ça, c'est la sphère de la relation géoécliptique et celle qu'on a utilisée en général en astrologie, puis quelques astrologues quand même aussi passaient à l'héliocentrique, hein, ça fait comme 350 ans qu'on sait que la Terre tourne autour du Soleil. Et bien, donc en héliocentrique, le Soleil est au centre et on voit encore les choses différemment. Là, on intègre vraiment le réel et c'est pas, on n'est plus dans le champ de l'expérience, on digère l'expérience. Voilà, ça, c'est la sphère de l'intégration. Et là, donc, on considère le système solaire dans son ensemble, enfin, ses fonctions, ses planétaires, hein, avec le Soleil au centre et puis la Terre avec les autres planètes. Donc, ça fait pas les mêmes dessins et ça nous parle pas tout à fait dans le même plan. Ça nous parle justement de comment on l'intègre, c'est hors temps, c'est hors espace-temps, heu, parce que des fois, justement, les événements se produisent en héliocentrique avant le géocentrique ou le contraire, se produisent après. Des fois, ils se produisent en héliocentrique, pas en géocentrique, pas en héliocentrique. Bon, là, souvent, on va suivre justement, quand est-ce que lequel en premier. Alors cette semaine, on a la conjonction Soleil-Neptune. Alors je vais partager l'écran, on va regarder déjà avec un peu le RET. Avec le RET, on regardera un petit peu les thèmes, bien sûr, après. Donc Soleil et Neptune, avec tout ce qui va. Donc la matrice dynamique du RET, donc les trois niveaux de- d'expression de la vie, les trois domaines, hein, le domaine de la représentation, le modèle, l'unique, extérieur, visible, le domaine de l'existence, là, le plan réel de l'existence dans lequel on se trouve, duel, ici-bas sur Terre, et puis le plan de la transcendance, c'est-à-dire tout ce qui ne se voit pas, mais qui peut éventuellement se sentir, ou donner de temps en temps un éclair de lucidité, effectivement, c'est le domaine de l'obscurité ou de la connaissance, évidemment, si on l'éclaire, hein, si on l'habite, si on l'accepte, si on la laisse passer, traverser, hein, c'est tout ce qui traverse ces transcendances, hein. Vous êtes ici, les 4, vous êtes là. Donc le domaine du multiple, de ce qu'on ne connaît pas encore, ce qui va venir, hein, c'est l'inconnu. Donc c'est l'avenir. Le niveau de la représentation, c'est le connu. Donc c'est déjà passé au moins une fois pour qu'on le connaisse, hein. Donc c'est connu, là c'est inconnu. Et ici c'est présent, hein. Donc
Si on a peur, on se réfère toujours au connu qui est à dimension unique, hein, on est dans la linéarité et comme aurait dit mon collègue Gilles, le heureux. On reste entre le R et le E. Si on laisse pas passer la transcendance, si on n'accepte pas l'inconnu, si on n'affronte pas sa peur, si on eh beh, on patine dans la choucroute, hein, et puis, on tourne en rond sans vraiment accrocher, quoi. Donc il faut vraiment se mettre dans l'axe, voilà, se mettre dans l'axe et aligner les 3 pouvoirs, le pouvoir de la transcendance, le pouvoir de l'existence, le pouvoir de la représentation. Donc avec Soleil et Neptune, on a le Soleil, la représentation, et Neptune ici, qui a la fonction de relais existence de la transcendance, c'est-à-dire la fonction qui fait, sentir la transcendance dans l'existence, hein. Alors, on va essayer de donner quelques exemples, justement, dans les différents référentiels. Donc, en référentiel sujet, ça va être tout ce qui nous brasse à l'intérieur. C'est les émotions qu'on ne peut pas identifier, c'est même les malaises ou les pressentiments, hein. Ça peut être de l'ordre du malaise ou même de la maladie. C'est la façon voilà, quand quelque chose n'est pas dans l'axe, Neptune, le maladie, hein, provoque maladie. Et c'est quoi qui va pas? Bah, justement, redresse-toi dans ton axe, essaie de comprendre, de t'ouvrir davantage à la transcendance, pour, comprendre sans culpabilité, sans culpabilisation, parce que ce qui ruine notre civilisation, c'est souvent la culpabilité par rapport au modèle parfait. Soleil. Alors, Soleil-Neptune, on repart pour, un nouveau cycle de Neptune. Donc chaque année, la conjonction a lieu 2 jours plus tard que l'année précédente, parce que Neptune n'avance pas vite du tout sur le zodiaque, elle fait un tour en 164 ans. Et donc, ça va alors, il y a une rupture de niveau, hein, ils ne partagent pas le même niveau. Neptune est entre la transcendance et l'existence, Soleil, c'est que la représentation. Alors, on va parler de choses bah, E.T., hein, comme par hasard, la langue est merveilleuse et la langue française en particulier, hein. Existence de la transcendance, ça fait E-T, E.T. Et vraiment, c'est vraiment très E.T. Justement, je vous disais dans la vidéo précédente, enfin dans les bulletins astronomiques, là, la semaine prochaine, je suis sur un colloque qui s'appelle Exovision. Ça va beaucoup parler de E.T., justement. Tout ce qui est ovni, extraterrestre, galactique, machin, truc muche. Alors moi, j'y vais avec des pincettes, hein, puis je leur mets des points astronomiques sur les i parce que ça dérape complet, c'est bien le problème de Neptune, hein, ça part dans tous les sens, ça glisse, c'est confus, donc voilà. Donc là, du coup, je vous parle de Neptune, plutôt, heu, bah, du coup, d'un point de vue objet, quoi, voilà. Donc ça peut être beaucoup de confusion, d'égarement. Vous voyez, on n'a pas la lumière avec Neptune, seulement là, c'est la conjonction. Donc là, on met la lumière. On met la lumière justement sur tout ce genre de phénomène. Voilà un petit peu ce que ça nous dit la conjonction Soleil-Neptune. Et puis donc avant, on a dit que en géocentrique, et puis alors on a juste un petit mot encore, on a vu que la nouvelle lune, le 10, est conjointe justement à Neptune, donc on va vraiment être habité par cette dimension neptunienne qui est la plus vaste, hein. Vous remarquerez que dans le RET, les 2 pôles, Soleil et Pluton, ne sont pas des planètes. Quelque part, ça a très, très bien fait de mettre Pluton comme planète naine. Du coup, elle est plus à sa place, elle représente la multitude de petits corps infinis qui gravitent autour du Soleil. Elle a certainement un rôle très, très particulier justement dans cette multitude. Elle n'est pas dans les 8 planètes aujourd'hui, nomenclaturées de notre système solaire, bon, qui est le alors après, il y en a peut-être d'autres derrière, qui seront encore, difficiles, qui sont encore, très incertaines. Je reviens donc, sur Soleil-Neptune. Ah oui, je voulais parler de Neptune, la vastitude, hein, c'est l'échelle la plus grande que l'on puisse concevoir. Justement, on touche aussi aux horizons. Voilà, c'est
Saturne, alors on va aller dans une planète qui touche à la transcendance. Donc Saturne, qui nous fait passer de l'existence à la transcendance, c'est la limite des planètes visibles à l'œil nu. Donc elle trace l'horizon. Uranus nous envoie parfois une lumière de presque au-delà de l'horizon. Uranus est quand même visible à la limite de la visibilité à l'œil nu par un très bon ciel. Il faut juste savoir bien où elle est pour l'identifier et avoir de bons yeux et un ciel parfait. Et puis Neptune est totalement invisible à l'œil nu et elle est la plus lointaine. Et donc elle nous parle des champs les plus vastes et les champs de pensée également. Et voilà, c'est pour ça que ça nous parle de toute la multitude des autres dimensions. Tout ça, c'est Neptune, c'est la fonction neptunienne. C'est pour ça que ça nous dérange un peu dans notre existence souvent. Puis c'est aussi, bah voilà, les grandes collectivités, les masses, ça peut être les masses d'eau, les masses humaines, c'est toujours les masses nuageuses. C'est tout ça, Neptune, dans différents cadres. Donc, nous avons Soleil, Neptune, c'est décrit. Alors, je vous ai dit qu'en héliocentrique, nous avions aussi, donc cette semaine, Vénus, Mars et Pluton. Alors là, c'est pareil, il y a rupture de niveau entre Vénus et Mars. Mars qui tient le niveau existence, le pouvoir de l'existence, donc cette dualité ou duel que l'on expérimente ici sur Terre, hein, vie ou mort, hein, parce que quand même le soleil symbolise la vie, plutôt symbolise la mort. Et donc on est à la frontière toujours entre les deux, hein. On peut passer de vie à trépas d'un instant à l'autre. Et on peut aussi cultiver notre tant qu'on est en vie, on fait resplendir notre soleil. Donc Vénus incarne un idéal dans l'existence et Pluton rappelle toujours la, voilà, la loi. Pluton rappelle la loi. C'est l'exigence du vrai, c'est l'exigence du juste. Voilà ce qui est juste. Voilà. En fait, si c'est juste, et ben voilà, tout ça c'est aligné, donc l'équilibre se fait. Si c'est pas juste, Pluton est décalé, on n'est pas dans l'axe, c'est pas juste. Donc, Vénus et Mars, ben, ça nous parle de nous, hein, de nous, les êtres existants, là, dans leur beauté et leur vigueur. Et donc, c'est magnifique qu'ils soient conjoints à Pluton en héliocentrique. Ça voudrait dire aussi vraiment que on se met bien dans l'axe, ou pas, mais ça va être notable, hein, voilà. Et puis encore, on a donc Mercure qui vient conjoindre Jupiter et Uranus, qui sont en héliocentrique conjointes le 14 mars. Donc, bah, Jupiter fait un tour du Soleil en 12 ans, presque. Uranus en 84 ans. Donc, ce qui fait qu'elles sont conjointes tous les 13 ans à peu près. Et il se trouve que Mercure vient activer tout ça. Et donc, elles sont dans le signe du Taureau. On en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, ça, il y a une convergence de concentration. Bon, ça va peut-être pas dans le même sens, mais le Taureau est un signe qui concentre l'énergie. En développant donc du coup un champ de- d'inhibition autour. Et Jupiter et Uranus, comme on le voit bien avec les flèches, ben, concentrent Jupiter le niveau existence dans une représentation et Uranus la complexité transcendantale dans une représentation. Ce sont les symboles, par exemple. Et donc, et Jupiter, le langage. Enfin, tout ça, c'est de l'ordre du symbole et du langage, parce que Jupiter aussi parle de symbole. Le langage, c'est toujours un assemblage de symboles. Donc, on va avoir certainement. Ça nous parle de ce discours de plus en plus, qui se veut de plus en plus monolithique. Et puis, Mercure qui vient heureusement apporter une pluralité, une fraîcheur, qui vient secouer le cocotier, là. Alors, on va maintenant aller voir les thèmes astrologiques du moment. Alors, le 10, la nouvelle lune. Alors, ils sont charmants, ces thèmes. Bah, justement, on a Pluton culminant, hein, et on va vraiment être dans un axe de vérité. Voilà, c'est juste ou c'est faux, hein.
Ah oui. Et en plus, alors tout est regroupé, hein, ça fait quand même un sacré. Tout est groupé en un cadran, quoi, hein, de Verseau à Taureau. Dans les autres signes, il n'y a rien. Verseau, Poisson, Bélier. Bélier, bah oui, et Taureau. Donc en Verseau, on a Pluton, Mars et Vénus. Donc ils sont, parce que là, c'est le thème où ils étaient conjointes avant en géocentrique. Elles l'ont été la semaine dernière, je crois. Euh, et là, donc, ça se produit maintenant. On les voit bien conjointes ici en héliocentrique. Donc, comme je vous ai dit, euh, là, comme les thèmes, ils sont calculés avec les coordonnées moyennes de la date, Pluton est indiqué en Verseau. Pour moi qui travaille avec les coordonnées apparentes de la date, Pluton est encore en Capricorne. Mais vraiment, il faut parler de la charnière entre les deux signes, parce que sinon, avec Pluton, justement, on découpe pas comme ça l'espace-temps. Vous voyez, il est tellement difficile à saisir. Il y a plusieurs systèmes, théories planétaires, là, justement, pour essayer de définir plus ou moins précisément. Mais Pluton, c'est le, le flou impeccable. Voilà, c'est la définition de Jean-Pierre Nicolas. Le flou impeccable plutonien, c'est parfaitement cela. Donc, Vénus et Mars sont dans le flou impeccable plutonien. On va voir, voilà, soit ça resplendit d'une belle aura, euh, soit c'est à côté de la plaque. Mais bon, là, on est face quand même à son destin, à sa vérité. On peut pas trop tricher. Quand il y a Pluton, Pluton est là, on peut pas trop tricher. Enfin, sinon, ça va se voir. Justement, là, ça va être flag. Ça va être très sensible. La triche est sensible. Et en plus, on voit un magnifique trigone, donc, avec la Terre, qui est en Vierge, puisque en géocentrique, le Soleil est en Poisson. Et donc, vu que c'est la nouvelle Lune, bah, la Lune est juste devant la Terre, là, dans le dessin en héliocentrique. Et puis, un grand trigone, donc, aussi avec Jupiter-Uranus, qui donc sont bien conjointes le 14 mars en héliocentrique. Ça nous donne quelque chose de solide, quand même. Et donc, on passe de signe de terre, terre à air. Bon, là, la conjonction des départ, elle se fait donc encore en Capricorne. Alors, Jupiter, Uranus en taureau, Terre vierge, et Mars, Vénus, Pluton, fin Capricorne. Et Mercure qui va venir bousculer un peu comme le gros jeu de quilles, la Mercure qui crée, qui fait qui fait son petit perturbateur tensionnel là sur. C'est un déclencheur même, déclencheur tensionnel de Vénus, Mars, Pluton. Il y a, il y a- il y a des pointures, hein, parce qu'avec il y a la puissance avec le taureau, il y a des pointures de l'information qui vont peut-être commencer à faire la bascule. On peut penser à Elon Musk qui a avec ses tweets pas mal de trucs aussi. Et puis il y a ce Saturne en poisson et ce Neptune, toujours donc en poisson, on a parlé un petit peu dans le bulletin astronomique, on disait que tant qu'elles étaient en poisson, on avait de l'eau, et que quand elles vont aller se retrouver en bélier, donc ce sera fin 2025, les années qui suivent risquent d'être assez sèches. Enfin, on verra, ça dépend. Mais ça va donner une toile de fond beaucoup plus sèche, ça c'est sûr, que en poisson. Ça fait pas que ça en poisson, hein. Les poissons, le 12e signe, dont la fin du cycle zodiacal. Et c'est là qu'on finit le ménage dans la machine à laver, c'est l'essorage. Donc on finit vraiment, et puis Saturne fait son travail bah, il enlève tous les oripeaux, hein. Il finit d'enlever tous les oripeaux de nos vieilles croyances, de nos religions. C'est ça que veut dire. Et Saturne et Neptune vont être conjointes en fait. Alors c'est encore un truc très très délicat. En géocentrique, elles vont être conjointes fin 2025 en poisson, à la toute fin du signe des poissons. Non, en bélier, au tout début du signe du bélier. Et en héliocentrique, elles seront encore en toute fin du signe des poissons. Donc là, on est dans l'axe équinoxial, l'axe de la bascule aussi, hein.
Alors, ils s'en préparent des choses. Mais ça, c'est ce qui est en préparation. Pour l'instant, Saturne, en Poisson, donc, fait un demi-carré à Vénus, Saturne, Pluton. Donc, les preuves aussi s'accumulent de tous les mensonges. Là, il y a encore un pas de la vérité, avec aussi, bien entendu, encore un essai. Je veux dire, il y a une guerre de l'information maintenant qui est complètement qui est incroyable, quoi. Tout est, tout tourne autour de ça. Quels sont les êtres humains qui vont vraiment percuter le vrai réel et leur intérêt final, et ceux qui continueront à se laisser mener en bateau, ben, je pense que de moins en moins quand même, hein, parce que justement, l'opposition Terre-Neptune, ou la conjonction Soleil-Neptune, on voit ici qu'en hélio, donc c'est l'opposition Terre-Neptune, ben, elle est détendue, hein, ouais, sextile, trigone, par ce triple, cet amas, Vénus, Mars et Pluton. Alors je reviens sur le thème géocentrique, hein. Et là, géocentrique, on voit que Jupiter et Uranus sont en maison 12. On a Mercure donc, qui vient d'être conjoint à Neptune juste la semaine dernière. Et puis on avait Vénus, Mars qui avait été conjointe à Pluton. Bon, ça c'était en février. Et puis le Soleil qui a été conjoint à Saturne. Donc le 28 février, on avait Mercure, Soleil, Saturne. Donc Mercure cavale, conjoint à Neptune. Ça remélange les cartes. Enfin bon, il y a de l'embrouille, il y a de l'embrouille. C'est remarquable. Et alors, le fait que tout soit en post-contact, donc, hein, sauf Pluton, ça varie, il est au méridien, quelque part en France, pile. Là, chez moi, ça le met en 9. Donc, si on est plus à l'est, on peut. Non, si on est plus à l'ouest, on peut l'avoir encore en 10. On peut être plus à l'ouest. Mais alors, donc, tout est en post-contact, c'est-à-dire bah, pré-contact, mise en contact, plein contact, post-contact, c'est-à-dire après l'expérience, comme si on se mettait à comprendre quelque chose. Là, on a tout à comprendre d'un seul coup. Il y a quelque chose qui se passe qui fait percuter quand même. En tout cas, j'ai l'impression qu'on c'est une étape, quoi. On a une étape d'intégration de nouvelles données. Alors toi qui me disais, Christophe, que justement dans votre service, ils refusent les mises à jour, ils bloquent les mises à jour parce qu'ils ont peur. Ah bon, on la voit la peur aussi, là. Tiens, mais on peut commenter ce fait-là. Je reviens encore un tout petit peu, mais pas trop longtemps, parce qu'on Les mises à jour et les montées en version. oui, bah, Je précise, les mises à jour et les montées en version. Oui, oui. ça, tant pis pour eux, les montées en version, en 12, ouais. Ouais, ouais, bah, on voit, il y a peut-être ouais, ouais, une volonté de. Alors, attention au verso, hein, qui n'est pas que le signe tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein, c'est le signe aussi de l'État totalitaire, hein. Tout le monde sous la même bannière. Et on n'a pas peur de couper des têtes, l'individu n'a aucune valeur en verso. Il n'y a que l'idéal qui en a. Donc, méfie quand même. Et donc, oui, on n'est pas tranquille par rapport au système, donc on ose donc faire des mises à jour bien représentées par Jupiter et Uranus, mais comme je suis lancé en 12, on a peur, ouais. Et puis Pluton, ben oui, si on si on n'intègre pas cette dimension, c'est vraiment, ça nous fout, ça fout la trouille. Voilà. Mais en fait, ben, il y a un livre là qui vient de sortir qui s'appelle Pardonner à la mort de Sylvain Didlot, qui est un un médium, franchement, qui parle bien, qui a un très bon esprit. Et c'est très intéressant. Je viens de suivre la présentation de son bouquin sur Nurea TV. Voilà, voir la mort autrement, ça permet de bien vivre. Alors, au premier quartier, on a tout d'un coup tout en bas, tout en dessous, hein. Vous avez vu la nouvelle lune, on a tout en post-contact et Pluton méridien. Là, on a Pluton pratiquement à l'ascendant et tout notre paquet en pré-contact. Donc là, vraiment, on va se préparer quelque chose de nouveau. Et la lune en gémeaux, en 5, ah bah, 4 ou 5, voilà. Ah bah, il y a un côté sympathique, on va s'amuser quand même un peu. Il va y avoir de l'amusement pour certains, parce que
Voilà, et dans un côté un petit peu décalé, hein, Soleil-Neptune, toujours un petit peu décalé. Donc Mercure maintenant en Bélier, Saturne, Vénus et Saturne en Poisson qui vont être donc conjointes bientôt en géocentrique. Tout ça donc en maison 1, Verseau, Poisson. Donc on ne va pas en rester dans un état seulement. Alors on voit avec Mars, on voit nos deux blocs idéologiques aussi, hein, Mars en Verseau. Ça parle de la confrontation de deux idéologies. Donc il y a celle justement qui est représentée par un peu les pays des BRICS et puis celle des atlantistes, hein. Parce que en fait, quand on voilà, c'est l'alliance atlantiste. Et quand on repense à leur atlantiste, Atlantide, si précédemment à nos civilisations, il y a eu cette fameuse Atlantide, justement, sur le point où ça finit par craquer parce que tous ceux qui en parlent disent que ça s'est effondré, même en 3 fois quelques milliers d'années euh, d'in- d'intervalle, et que ça finit par mal finir parce que à cause de trop d'orgueil humain. Et là, c'est pareil, on rejoue toujours la même scène, sauf qu'on a peut-être une chance de pas la rejouer pareil. Mais là, on est vraiment hein, avec la menace nucléaire qu'on invente et que nous invente notre gouvernement, parce que heureusement que le reste du monde est un peu plus sage. Mais nous, Français, on nous tient dans, dans, dans un discours qui veut nous pousser à la guerre, qui nous invente des histoires fausses, qui prend ceux qui s'avertuent à maintenir les équilibres réels, ceux qui sont réalistes, hein, c'est ça, c'est le côté irréaliste du Verseau qui veut imposer, on a vu ce que ça donne, hein, qui veut imposer un modèle. Donc, les Chinois sont très typés Verseau, modèle chinois très typé Verseau. Les Russes, quand on bavé, alors c'est plutôt typé Capricorne, hein, mais c'est derrière pour eux, hein, l'épopée socialiste, c'est derrière. Donc, justement, ils ont acquis de la sagesse par rapport à ça. Et nous, on patine dans la choucroute. J'espère qu'on va pas se laisser tomber là-dedans, que justement toutes les sources d'informations euh, nouvelles, tiens, ben, d'ailleurs, on voit qu'il y a des nouvelles sources d'informations aussi, puis que ça va quand même devenir le problème collectif, là, hein. Mercure passant en bélier sur le nœud ascendant de l'orbite lunaire, en demi-carré à Mars, il secoue le cocotier, je vous dis, le petit Mercure cette semaine. Hein, il va très vite et tout. Donc, on est bien dans une ambiance qui voudrait un discours unique, là, mais avec que des gens charmants. Et ça le fait pas. Ça le fait pas du tout, du tout, du tout. Hein, ça colle pas. Euh, c'est pas vivable, demi-carré à la Lune. Et non, ça colle pas. Non, non, il y a d'autres modèles, justement. Il y a une pluralité, c'est aussi ce que dit Soleil-Neptune. Il éclaire la pluralité, le Soleil, qui, euh, qui est là. Donc, un bon Jupiter, sage, intègre la pluralité. Et Mars se trouve en carré à Uranus. C'est passé, mais bon, ça fait une rupture aussi. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, on n'en a plus pour très longtemps. Tu auras peut-être des trucs à dire, Christophe. Je me suis peut-être emballé là. C'est extraordinaire. Alors tout se passe à Je l'intérieur, vois pas. Ben oui. enfin du moins dans la sphère plutôt Mais je crois qu'à Paris, Pluton est plus proche de l'ascendant. encore, oui. De toute façon, Pluton, on la voit pas, même s'il est dur, on la voit pas. Pareil, Oui, mais je crois qu'à Paris, c'est l'ascendant, hein. carrément. Il y a de Oui, l'annulation dans oui, oui, il l'air. me Alors, semble. d'ici ce qu'ils annulent les Jeux Olympiques, parce que justement, ça, ce serait comme, ce serait quand même quelque chose, hein. Ben, c'est aussi. Je sais pas, mais il y a des. Ouais, je sais pas. Non, peut-être pas. Ah, plutôt, on peut parler de. Voilà, un non-lieu. Il y a un non-lieu quelque part. Et ce non-lieu peut être, bien entendu,
Ça pourrait être l'annulation des Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on parle des Jeux, là, je vous ai dit les Jeux. Tiens, hein, ça va être sur la sellette, là. Ah, mais c'est la cérémonie qui pose problème. Ah, La cérémonie d'ouverture pose problème. ah, bon, Ben, sur le plan de la sécurité, les projets d'Hidalgo sont complètement fous. Tous les préfets de police le disent. ça va être rocambolesque. Et ils sont en train de réduire la jauge des spectateurs. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. À huis clos, avec. Mais ce sera oui, bon, on verra bien, oui, enfin, on peut regarder. Oui, ça nous parle bien des Jeux, là, hein, la Lune en 5, en Gémeaux, Trigone Mars en Verseau. Donc, est-ce qu'on va accepter les athlètes de tous les pays ou est-ce qu'on va commencer à faire du tri? En toute logique, les Jeux Olympiques, c'est justement, ça peut être une belle occasion de résoudre les conflits, hein. Bon. Allez, on va se laisser, Christophe. J'arrête ce partage. Bah, on verra la suite la prochaine fois. Donc, la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Si c'est déjà fait, grand merci. Merci aussi pour vos commentaires et vos questions. Suggérez les thèmes dont vous voulez qu'on parle. Ça peut être une très très bonne idée pour une autre fois. Je vous souhaite donc une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures astronomicologiques. Donc, ciao ciao les amis. On garde les pieds sur terre, les yeux au ciel, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux.